Les guérisons inexpliquées, également connues sous le nom de guérisons spontanées ou miraculeuses, font référence à des individus présentant des maladies graves ou potentiellement mortelles se retrouvant guéris sans explication médicale évidente. Ces cas ont souvent suscité un grand intérêt et ont été étudiés dans le cadre de la recherche médicale. Ces guérisons inexpliquées, ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. Comme toutes les semaines, on est en direct et sans filet. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Bien évidemment, vous allez pouvoir commenter, dialoguer via les chats, que ce soit celui de Facebook, mais aussi celui de Twitch, ou encore Twitter, ou encore YouTube. Je suis heureux de vous accueillir. Certaines maladies pour lesquelles les guérisons expliquées ont été rapportées comprennent, vous le savez ou peut-être pas, mais je vous l'indique, le cancer, le sida, la sclérose en plaques et d'autres maladies auto-immunes. Bien que ces guérisons puissent sembler miraculeuses ou mystérieuses, il est important de noter que le corps humain et notre esprit sont extrêmement complexes et qu'ils sont sûrement responsables de nos maladies, mais aussi et surtout de nos guérisons. On en parle ce soir avec mes invités, à commencer par Bernard Baudouin. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. Tu as écrit de nombreux ouvrages, et notamment celui-ci, aux éditions Trajectoire, Guérison inexpliquée. On en avait déjà parlé sur BTLV. Les guérisons inexpliquées est quelque chose qui t'intéresse au plus haut point, bien évidemment. On va découvrir ton sentiment sur ces guérisons. Quels sont les pouvoirs du corps humain ou de la psyché? Dans quel état on doit se trouver si on veut guérir? On voit d'ailleurs que la médecine traditionnelle s'intéresse à toutes ces guérisons inexpliquées, spontanées et miraculeuses pour tous ceux qui ont la foi. Alors, puisque je parle de médecine, on est aussi avec le docteur Yann Tiberghien qui est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir. Vous avez de la chance quand même. Vous êtes à Saint-Barth, donc il y a pire comme lieu de travail. Donc, est-ce qu'il fait beau en ce moment ou pas à Saint-Barth? Il fait beau, très chaud et la mer est à 28 degrés, donc vous êtes cordialement invité quand vous voulez, Bob. Oui, ça ne nous empêche pas quand même de vous détester, vous voyez, après ce que vous venez de dire, donc voilà, donc c'est pas très très grave. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage que j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir, qui est celui-ci. Ils étaient tous condamnés, 11 récits de guérison inexpliquée. La première des questions, je vais vous la poser à vous, docteur. Quand on est toubib et qu'on est face à des guérisons, alors qu'on a fait des années d'études, qu'on a le stylo pour prescrire des arrêts maladie, des médicaments, et qu'on est face à quelque chose qui arrive comme ça, brutalement, parce que c'est spontané, ces guérisons. Dans quel état d'esprit on se trouve ? Dans un état d'esprit tout simple d'enquête, c'est-à-dire que moi, ça a été mon intérêt, c'était surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce que pouvaient nous apprendre ces témoins extraordinaires, pour qu'on puisse effectivement, nous, les malades ou éventuellement les futurs malades, de pouvoir trouver des solutions pour effectivement guérir et avoir aucun problème. Donc c'était plus un travail d'enquête qui m'intéresse et c'était vraiment ça qu'on doit être amené à faire lorsqu'effectivement on rencontre un tel cas. Mmh. Alors on vous a posé la question par sondage, mais je crois qu'à la régie, ils ont oublié de le mettre dans la bécane. Mais la question était simple. Pour vous, les guérisons inexpliquées sont une intervention divine? Vous avez répondu à 32,9% oui. Ou le pouvoir de l'esprit? Vous avez répondu à 67,1%. Donc ça, c'était le sondage. On voit bien que le pouvoir de l'esprit... Bernard, il est important ce pouvoir de l'esprit. On voit dans le bouquin, dans ce que tu dis, que finalement, il faut être dans un état d'esprit pour guérir. Oui, tout à fait. Je crois que on revient un peu à un savoir qu'avaient les anciens, tous les peuples autochtones, tous les aborigènes. Avant, faut quand même savoir de quoi on parle quand on parle de science, parce que là, justement, on parle des limites de la science. Il faut savoir quand même qu'avant le XVIIe siècle, et puis l'arrivée de la médecine au XVIIIe siècle, avant, on traitait, il y a très longtemps, des milliers d'années, on traitait et le corps et l'esprit en même temps. En même temps, on ne traitait pas uniquement la matière, uniquement le physique. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, ce que nous amène, par exemple, la physique quantique et toutes ces choses-là, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, le mental, l'esprit a une importance majeure dans
la conduite de notre état physique, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, il y a plein d'études qui démontrent effectivement qu'il y a une interaction qui est très évidente et que, effectivement, en travaillant sur le mental, on peut arriver à dépasser effectivement les problématiques du physique. Alors, docteur, justement, vous entendez ici Bernard Baudouin qui parle de l'époque où on ne faisait qu'un, c'est-à-dire corps et esprit. Effectivement, on est quand même sur une médecine aujourd'hui qui se borne finalement au corps. On a presque la sensation, nous qui sommes pauvres patients, d'être un bout de viande qu'il va falloir au mieux guérir ou au pire amener à l'abattoir. Donc est-ce que, entre le moment où vous avez fait vos études, où j'imagine qu'on vous a appris à gérer le corps comme ça, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie de la part du médecin, et je peux le comprendre parce qu'effectivement, quand on a un malade, si on est trop proche de lui, s'il se passe quelque chose de pas terrible, vous pourriez, vous, à chaque fois, être un peu meurtri. Mais est-ce que vous avez vu une différence à l'époque, parce que vous n'êtes pas un perdreau de l'année, je suis désolé, Yann, de le dire, mais au moment où vous avez fait vos études, et maintenant, est-ce que vous avez la sensation que la médecine a un peu évolué, qu'on prend un peu plus en considération, justement, cet esprit qui a une importance dans la guérison ? Alors, malheureusement, je vais vous dire que ça peut être éventuellement ça a pu être un moment, un espoir relativement important. Malheureusement, on est un petit peu avec des hommes politiques qui essayent de freiner un petit peu tous ces domaines-là. Mais je vais rebondir un petit peu sur ce que Bernard Baudouin a dit tout à l'heure. C'est très intéressant. Mais auparavant, dans les siècles passés, du temps d'Aristote, Platon, Hippocrate, la philosophie et la médecine étaient liées. C'est-à-dire que les médecins étaient des philosophes avant tout. Or, aujourd'hui, maintenant, on a voulu déconnecter ce domaine médical ou ce domaine donc de la médecine du corps humain, et on a voulu absolument le déconnecter par rapport à l'esprit. Et d'ailleurs, quand effectivement un patient vient nous voir, la plupart des médecins, et qui commence à nous raconter ses problèmes de vie personnels, on a tendance à un petit peu très vite élucider la question pour tout de suite partir vers des symptômes physiques et d'oublier complètement que derrière le symptôme physique, il y a un mal-être en fait qui s'exprime. Oui, Bernard, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, parce qu'on parle des maladies, on parle du corps physique, et je pense que il faudrait peut-être s'intéresser en premier lieu, et ce que nous amène les recherches scientifiques les plus récentes, sur ce qu'est effectivement le corps humain. Notre réalité, elle est énergétique, elle est vibratoire, et il faut savoir qu'effectivement, nous ne sommes que de l'énergie. Les plus récentes découvertes disent quand même que les milliards de cellules qu'on a dans notre corps, chacune vibre de la même manière que tout ce qu'il y a dans l'univers. Je veux dire, donc quelque part, et on sait par exemple aujourd'hui que chacun de nos organes vibre à une dimension bien particulière, bien différente. Donc il y a une définition, une redéfinition peut-être à retrouver au niveau du corps humain, et du coup ça nous amène à redéfinir aussi le rapport qu'on va avoir mentalement et physiquement avec ce corps. Docteur, cette prise de conscience finalement du plus grand, c'est ça qui est important, c'est prendre conscience qu'on est bien plus qu'un bout de chair, on a une conscience, cette conscience vibre. Votre bouquin, il est extraordinaire, parce qu'en fait, quand on est à la lecture de ce livre, ou quand on est en train de le lire, on est surpris de voir les guérisons qui sont dues à souvent des changements de comportement, des changements d'interprétation de ce qui arrive à la personne qui est malade. Mais ça rejoint ce que dit Bernard, c'est juste colossal. C'est-à-dire qu'en fait, se dire, je prends conscience et finalement, je ne regarde pas de la même façon. On parlera tout à l'heure d'ailleurs d'un toubib qui disait, je crois que c'est le docteur Karl Simonton, on aura tout à l'heure, on fera un petit focus dessus, qui disait transformer sa pensée obsédante. Je vais mourir en je peux guérir. Ça change tout, ça, docteur. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des témoins que j'ai pu interroger ont été effectivement à la recherche de cette quête de sens, c'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient été malades et comment surtout ils pouvaient reprendre le contrôle de leur vie pour justement guérir. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène de rétrocausalité et on va effectivement partir sur ces problèmes émotionnels, c'est-à-dire qu'en changeant leur état émotionnel,
comme le dit Bernard Baudouin, effectivement, on n'est pas que un corps physique, on est composé d'une multitude de couches énergétiques. Alors, on est obligé un petit peu pour être rationnel par rapport à ça, de donner, si vous voulez, un certain nombre de corps différents, mais on peut en avoir 7, on peut en avoir 15, on peut en avoir 25, peu importe le nombre. On va donner des noms différents et des fonctions différentes à ces différents corps. Mais à partir du moment où le corps physique étant le plus bas dans la vibration, celui qui est le plus matérialisé, tous les autres corps, en fait, ont des vibrations donc supérieures. Et il suffit qu'on arrive par la rétrocausalité à changer effectivement l'état de nos corps supérieurs, de nos corps vibratoires qui sont émotionnels, astraux, etc., eh bien, on va pouvoir effectivement, par une cascade énergétique, faire redescendre cette énergie pour qu'elle puisse effectivement, petit à petit, guérir notre corps physique. Voilà. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est majeur dans ce livre. Alors moi, là, j'ai entendu des mots qui devraient faire bondir vos collègues, j'imagine, quand même. Vous parlez de rétrocausalité, vous parlez de vibration, c'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation que vous êtes un to-be moderne. C'est-à-dire que moi, ce sont des termes que j'entends maintenant depuis 10 ans que j'ai ouvert BTLV. Je veux dire, on me parle de ça. J'ai moi-même pris conscience que l'état dans lequel j'étais pouvait emmener à l'état dans lequel j'allais être, hein, en bien ou en mal. Donc, c'est des mots qui sont forts quand même, rétrocausalité, vibratoire, etc., docteur. Tout à fait. Mais bon, vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis médecin avant tout, médecin généraliste. C'est-à-dire que je suis médecin du corps physique. Il est pour moi hors de question de demander à quiconque, quels que soient les patients, de leur dire vous arrêtez vos traitements physiques, vous arrêtez vos traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Bien au contraire, vous utilisez pour gagner du temps, puisqu'en fait, c'est ça qu'on va revenir, c'est que notre médecine aujourd'hui est capable de faire gagner du temps aux patients, mais malheureusement, on n'est pas capable de les guérir en profondeur. Mais par contre, en ayant gagné ce temps-là, ça leur permet de prendre conscience des choses importantes et qui vont permettre de les guérir de façon définitive et profonde. C'est ça qui est le plus intéressant. Et encore une fois, moi, je suis un médecin du tout, c'est-à-dire que je pratique la médecine alternative, effectivement, parce que je m'intéresse à ces médecines quantiques déjà depuis plus de 25 ans, mais je pratique aussi la médecine physique et pour moi, rien n'empêche d'utiliser les deux armes en même temps. C'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience. Est-ce que justement, il faut pas bannir le mot alternative? Parce que quand on parle d'alternative, on dit voilà, je mets de côté quelque chose, je prends quelque chose. Est-ce que c'est pas de la médecine complémentaire? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, la complémentarité, c'est ce que vous prenez tous, hein, Bernard, toi aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas arrêter les médicaments, c'est pas ne pas aller voir les toubibs, c'est se mettre dans un état d'esprit différent et puis prendre soin de notre corps, mais aussi de notre esprit. C'est ça qui est important. Mais je crois que ce qui est fondamental, c'est d'inverser le processus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on mettait en priorité le physique et on laissait de côté effectivement tout ce qui était de l'ordre du mental ou de l'esprit ou de la dynamique personnelle pour ça. Il suffit de voir ce qui se passe avec les placebos, par exemple. On sait déjà qu'avec les placebos, à 50% déjà, les gens, rien qu'on leur dise que ça va les aider, ça amène des choses. Et puis en plus, il y a des choses qui sont fondamentales, qu'on voit dans le livre du docteur, ou que moi j'avais cité aussi de la même manière, c'est l'expérience. C'est-à-dire que c'est bien de parler de théorie, c'est bien de parler... Pourquoi pas l'académie, pourquoi pas la médecine, mais l'expérience, je veux dire toujours la même chose. On a des expériences, on a des cas qui montrent que on ne peut plus s'en tenir à simplement s'intéresser au corps. Alors, on va parler dans un instant, si vous le voulez bien, docteur, de l'effet placebo, justement, parce que là, finalement, c'est peut-être lui qui ouvre le champ des possibles. Avant cela, j'aimerais quand même saluer tous ceux qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, car on est en direct, bien sûr, comme d'habitude, sur tous les réseaux sociaux de BTLV. On est très nombreux encore déjà ce soir et j'imagine que cette émission va vous intéresser puisqu'on parle de guérison inexpliquée. Alors, si vous êtes pieux, ce seront peut-être des guérisons miraculeuses. Et d'ailleurs, on aura un reportage tout à l'heure de David Gallet qui est allé du côté de Lourdes pour aller rencontrer quelqu'un qui a guéri. On verra là aussi quelle est cette force qui se dégage et est-ce que c'est la psyché, est-ce qu'il y a une intervention divine, on en parlera. On va parler de Christine qui est arrivée, il y a Sébastien, il y a Mina, il y a Irène, il y a H.I. Jo, il y a Gigi, il y a Stéphane, il y a Colette, il y a Furibar, il y a Véronique, Sylvie, Boudin 007. Tiens, James a changé de prénom. On a Vab, on a Colette, on a Tony M84, Lisiane, Cyril, etc. Vous êtes nombreux et nombreuses, bien sûr, comme à l'accoutumée à venir sur BTLV. Je ne peux que vous en remercier. On est là
comme tous les mercredis en direct. Mais vous le savez aussi, BTLV, c'est avant tout une chaîne par abonnement parce que sans les abonnés, il n'y aurait pas le Clair. Et le Clair, eh bien, c'est l'occasion peut-être pour vous de découvrir nos offres puisque nous fêtons nos 10 ans déjà. Et oui, je porte à bout de bras cette magnifique chaîne, ce média mondialement connu, internationalement reconnu et envié, mais jamais égalé. Pourtant, il est bien copié. Donc, en tout cas, je voudrais juste vous signaler que sur BTLV, il y a le Clair, mais il y a aussi les émissions encryptées. La preuve, on a en ce moment une émission incroyable avec Jean-Patrick Pourtal, qui est revenu sur un personnage qui fascine depuis longtemps. C'est l'homme au masque de fer. Regardez. On sait seulement que le masque de fer, ça devait être probablement un personnage illustre de son époque, ou en tout cas qui aurait pu être facilement reconnu par un certain nombre de personnes de la cour, parce qu'il faut être objectif. On tourne autour du roi dans cette Bien sûr, affaire. ouais, complètement. Et puis évidemment, il y a la fameuse hypothèse du fait que finalement, cet homme au masque de fer aurait pu être peut-être un frère de Louis XIV, et voire même un frère jumeau. Ça a été une des hypothèses. D'où le fait que pour éviter que tout le monde reconnaisse Louis XIV à travers ce personnage, on lui aurait mis un masque de fer. C'était vraiment quelque chose de top secret. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir que le masque de fer, c'était quelqu'un qui ne devait pas exister, dont le nom ne devait jamais être prononcé, et dont personne ne devait voir le visage, bien évidemment, et surtout, personne ne devait lui parler. Et s'il se mettait à parler à quelqu'un, l'ordre avait été donné de le tuer si jamais il révélait son nom. Bon, il est vrai qu'à l'époque, on ne faisait pas vraiment dans la dentelle. Hein. C'est-à-dire que, voilà, s'il parlait, on le tuait, allez, terminé, au revoir. Dans tous les cas, c'est réservé aux abonnés. Venez sur BTLV, vous ne serez pas déçus de découvrir toutes les émissions qui sont à votre disposition. On va ce soir encore parler, si vous arrivez, de quelque chose qui nous intéresse. Ce sont les guérisons inexpliquées. La première question, suite à la diffusion de ce sujet, c'est... Bernard, d'après toi, pourquoi on tombe malade? C'est une vraie question, ça, quand même. On tombe malade parce qu'il y a un problème d'harmonie, il y a un problème d'équilibre, et il y a un dysfonctionnement qui se met en place à un moment donné. Il faut quand même savoir que si on revient au corps humain, juste une seconde pour définir le corps humain, c'est quand même la machine la plus expérimentée, la plus fabuleuse qui existe quand on voit le mode de fonctionnement avec les facultés d'auto-guérison dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je veux dire, qui donnent des capacités de réparation qui sont fabuleuses. Aucun des grands milliardaires aujourd'hui qui inventent tout ce qu'on veut et qui veulent aller sur Mars n'a pu égaler effectivement cette machine qui est notre corps humain. Et qui est en plus quelque chose qui s'auto-répare, qui peut s'auto-réparer. Donc à partir du moment où on introduit la capacité de commander cette auto-réparation, effectivement, on peut arrêter les processus de dégénérescence, on peut arrêter des problématiques de santé et revenir à quelque chose qui est harmonieux, équilibré et qui ramène à la vie, en fait. Alors, docteur, même question. Oui, en fait, je vais répondre. Je vais réagir, si tu veux bien, Bob, à propos de ça. C'est extraordinaire. Parce qu'effectivement, cette disharmonie qui se génère selon Bernard, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette disharmonie qui apparaît dans le corps humain? Ben, c'est tout simplement parce qu'en fait, on perd notre mission de vie. Quand on s'incarne en fait sur Terre, on a une certaine mission à remplir. Et malheureusement, quand pour des tas de raisons, ça peut être des événements extérieurs, ça peut être des conditions, des choses comme ça, on perd en fait notre mission, on abandonne notre chemin sur lequel normalement on devait en fait progresser, et en fait on tombe en disharmonie. Et la maladie, elle est juste là pour nous faire une petite piqûre de rappel, une petite piqûre de moustique, parfois un coup de bâton de baseball quand il s'agit d'un cancer stade terminal, pour effectivement nous dire attention, tu t'es fourvoyé, il faut changer de direction pour reprendre ton chemin de vie. Alors, ça c'est très important quand même, tous les deux là. C'est-à-dire que là on parle d'incarnation, on parle de tout cela. C'est-à-dire que et tu as parlé d'un mot d'harmonisation. Effectivement, on dit souvent bien dans sa tête, bien dans son corps. Alors, comment on la trouve, Bernard, l'harmonisation? Il y a un processus qui est un processus de régénération en fait. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, la physique quantique nous le dit aussi, on peut aujourd'hui inclure, on peut mettre en marche des processus de régénération cellulaire qui font qu'effectivement, on va pouvoir recommander. Moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne juste une toute petite seconde, c'est le mot inexpliqué. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'inexplication, c'est dans le cadre de la science. Ouais. Aujourd'hui, on a quand même des réponses bien précises sur ces phénomènes qui sont des phénomènes où des personnes qui sont dites effectivement
abandonnés par la science, qui leur dit c'est terminé. Il y a des gens qui, alors je ne parle pas des gens qui arrêtent leur traitement complètement, mais il y a des gens qui effectivement, avec des processus complètement personnels, arrivent effectivement à se sortir de choses. Bon, j'en cite, le docteur en cite aussi. Enfin, je veux dire, bon, ce sont des choses qui existent aujourd'hui et on peut commander ça. Ouais. Oui, mais alors là, je vais me tourner vers le docteur quand même, Yann. La problématique que l'on a et que soulève finalement Bernard, c'est que la science classique a du mal à admettre qu'il y ait des solutions autres que la médicamentation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que... Et alors, on va parler dans quelques instants d'un premier cas, c'est d'une tumeur oculaire de Sarah que vous mentionnez dans votre bouquin. On va raconter l'histoire et on verra que c'est tout bonnement extraordinaire. La médecine, face à ces guérisons dites inexpliquées, elles disent jamais miraculeuses, c'est toujours inexpliqué, même à Lourdes. Ce sont voilà, c'est même si l'Église a reconnu 70 miracles, pour le collège de médecins, ce sont des guérisons inexpliquées. On le rappelle, c'est très important de le souligner. Mais la médecine, elle a du mal face à ces guérisons inexpliquées. Elle est un peu désarmée parce que est-ce que c'est parce qu'elle veut pas donner de l'espoir aussi? Parce que ce que dit quand même Bernard, c'est vachement intéressant. On a tout en nous, il suffit d'être harmonisé. Mais il y a des gens, ils sont complètement désharmonisés. Ils ne trouveront jamais remède en eux. Donc c'est pour ça que la médecine, elle est peut-être un peu prudente, non? Oui, alors inexpliqué, de toute façon, c'était inexpliqué à un temps T. C'est-à-dire que c'était inexpliqué à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Malheureusement et heureusement, j'allais dire, la médecine évolue avec le temps. Et ce qu'elle était incapable d'expliquer il y a encore 10 ans est aujourd'hui capable parfaitement de le faire, voire un siècle. Je donne toujours le même exemple quand je fais des conférences. Quand on parle toujours d'une trachée artère, vous savez que la trachée artère, c'est ce qui est ici qui amène l'air donc au poumon. Mais jusqu'au 19e siècle, on était persuadé que c'était une artère. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on disséquait les morts, eh bien tout simplement, on était par la religion obligé de les saigner. Et comme la structure de la trachée artère ou de la trachée donc aujourd'hui était exactement identique aux artères qui amènent et qui transportent le sang, eh bien on a dit ça transporte du sang parce que toutes les artères étaient vidées puisqu'en fait on retirait le sang des gens qu'on analysait. Oui, c'est à l'époque. Il y a un cas j'ai lu, sur 100 000, c'est ça, docteur de guérison, il explique à peu près. Voilà, alors il y a, le terme, en fait, peu importe, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas quand est-ce que c'est inexpliqué. On peut vous dire déjà une chose, c'est que quand moi j'ai essayé de rechercher mes témoins, c'était très amusant, comme quoi c'était une vraie ostracisme dessus. Ouais. Ça a été très compliqué quand j'ai travaillé avec les professeurs Pujol et Joyeux d'obtenir les dossiers. Parce que ces dossiers médicaux étaient cachés. Il faut bien être très clair, c'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas que ça vienne dans les médias, on ne voulait surtout pas que ça apparaisse dans le grand public, parce que ça faisait peur, tout simplement. Et je vais revenir effectivement sur le terme de quantique que Bernard a cité, je suis tout à fait d'accord. N'oublions pas une chose, c'est que la quantique, c'est un mot bien particulier qui vient de quanta. Quanta, c'est ce qu'on appelle le point d'interrogation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au terme au-delà de l'atome, c'est-à-dire que l'atome, il est composé effectivement de différentes structures, mais on se doute bien qu'il est composé de quelque chose, et on ne sait pas exactement de quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça quanta, et ce quanta, ça comporte toutes les probabilités de devenir quelque chose. Et si on est capable de recomprendre comment fonctionne cette probabilité et de revenir au départ avant qu'on soit malade, on est capable de guérir. C'est ce qu'on appelle la médecine quantique. Mais aujourd'hui, tout est quantique dans notre monde. Oui, alors tout est quantique. Et alors, la vraie problématique, c'est de faire des raccourcis, parce qu'on met tellement de choses derrière la physique quantique, on met les fantômes, on fait la guérison, on met la cuisine, machin, tout est quantique. Donc il faut quand même... Moi, j'ai reçu 2 physiciens quantiques ici, je n'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit. J'ai compris que c'était l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est tout. Après, basta, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une chose toute simple, très simple. Ouais. Tout ce qui existe dans notre univers, ce n'est que de l'énergie. C'est-à-dire que tout ce qui existe ici, dans le studio, où les vêtements qu'on porte, ou les meubles et tout ça, c'est toujours de l'énergie avec des formulations différentes. À partir du moment où on arrive à comprendre ça et qu'effectivement on est des porteurs d'énergie, on reçoit et on émet de l'énergie, à partir de là, on peut aussi émettre de l'énergie par rapport à notre corps et effectivement du coup amener à un rétablissement. Après, effectivement, il faut travailler sur la cause aussi, parce que les causes, elles sont très importantes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va en parler, bien sûr, des causes. Juste, Yann, l'effet placebo, parce que je voulais en parler. Est-ce que finalement, il ne démontre pas la puissance de l'esprit? C'est-à-dire qu'en fait, la position dans laquelle on doit se trouver pour guérir, on vous donne un médicament
Et c'est assez marrant, ça nous est tous arrivé. Vous êtes déjà chez le Toubib, vous n'avez pas pris encore le médicament, mais le fait de voir le Toubib, déjà vous allez mieux. C'est-à-dire que la psyché et l'effet placebo démontrent ça quand même. Et qu'est-ce qu'elle en dit de ces effets placebo, la médecine ? Eh ben, la médecine, pour l'instant, aujourd'hui, elle utilise l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on essaye le plus possible maintenant dans nos études médicales de former les jeunes, effectivement, à l'utilisation de cette force qui est cette force, en fait, donc, de conviction. Mais je vous donne un exemple très amusant. Bon, je me suis présenté tout à l'heure, je suis certes médecin généraliste, mais je suis aussi homéopathe acupuncteur. Et vous savez comment l'homéopathie aujourd'hui est décriée dans certains médias et surtout par les pouvoirs politiques, et considère qu'il ne s'agit plus qu'un effet placebo. Mais c'est ce que je donne toujours. Je dis toujours, par exemple, lorsque aujourd'hui on doit soigner un cheval de compétition, vous savez qu'on ne peut plus utiliser des médicaments allopathiques pour soigner le cheval de compétition parce que les chevaux de compétition, sinon, seraient suspects d'être dopés. Et donc, on utilise énormément l'homéopathie dans tous ces chevaux-là. Et par exemple, bon, vous imaginez que le vétérinaire qui va donner quelques granules au cheval de compétition dans son foin va bien lui expliquer pendant 3/4 d'heure que ce qu'il est en train de lui donner, ça va être effectivement efficace pour son mal. Vous doutez bien que c'est une boutade. D'accord ? Non, l'homéopathie n'est pas un effet placebo. L'effet placebo, on ne sait pas très bien ce que c'est. Probablement que c'est quelque chose qui est lié à notre pouvoir de conviction. Et comme disait Bernard, à l'énergie, à la vibration qu'on est capable de transmettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis dans un esprit positif, un esprit guérisseur, on va parler des magnétiseurs, par exemple, qui sont capables de transférer via leurs mains ou via leur énergie propre, de transférer un équilibre vibratoire au patient, eh bien, effectivement, le patient va profiter de cela. Et c'est pour ça que vous allez être en phase avec certains médecins, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter et entendre ce qu'il vous dit, certes par la voix, mais aussi par tout le non-verbal et par son corps et par ses énergies. Et je me souviens avoir reçu ici plusieurs fois le docteur Martine Gardenal, qui était en fait médecin de l'équipe d'équitation olympique. Hein. Donc, et bien sûr, elle mettait effectivement de l'homéopathie pour les chevaux. Et elle me disait, mais c'est absolument incroyable qu'on interdise l'homéopathie sur chaque terrain de foot professionnel aujourd'hui. On donne de l'homéopathie dès qu'il y a un bobo à un footballeur. Donc c'est interdit, mais d'un autre côté, les médecins sportifs mettent ça et donnent ça. Donc ça paraît complètement dingue. Bernard, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, il faut bien comprendre une chose, c'est que cette histoire d'homéopathie et cette histoire de placebo, ça repose sur la compréhension et la croyance qu'on a dans le fait que ça va fonctionner. Et là, il y a un point qui est très très important, parce que ça rejoint tout ce que les différentes définitions des maladies qui sont dites inexpliquées, c'est que les gens qui s'en sortent sont des gens qui ont la foi. Ce sont les gens qui... Et la foi, alors il y a le sens religieux, mais il y a simplement la croyance en soi, sur le fait qu'on est capable de... Et les gens qui accompagnent les gens qui sont des grands malades, les gens qui spirituellement ou énergétiquement accompagnent les malades, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font simplement ramener dans l'esprit des gens le fait qu'ils peuvent se guérir. D'ailleurs, les anciens disaient très souvent, on ne peut pas être guéri par l'extérieur, on ne peut que se guérir soi-même. Et les grands médecins du passé disaient, moi je ne fais rien du tout, je l'amène simplement à comprendre qu'il peut se guérir lui-même. Alors attention, hein, je voudrais juste rappeler, on ne dit pas ici d'arrêter la médecine traditionnelle. Hein. Faut bien comprendre, c'est juste qu'aujourd'hui, on va le voir dans quelques instants, avec un cas, celui de Sarah, que vous avez mentionné dans votre livre, docteur, que il y a des guérisons qui sont inexpliquées. Je voudrais juste saluer, puisque on est partenaire d'un magazine, c'est Infinité. Ce premier numéro, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un dossier santé, corps et esprit. Donc voilà, c'est très important. Et puis, en plus, avec BTLV, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur l'abonnement. Donc c'est Infinité, c'est un très joli magazine. On y collabore avec la rédaction de BTLV, vous pouvez en profiter, bien sûr. Alors, docteur, on va parler de la tumeur oculaire de Sarah. J'aimerais que vous... Alors, elle est étonnante, cette histoire, parce qu'en fait, j'en viens à ce que disait le docteur Carl Simonton, que j'ai noté tout à l'heure. Je vais mourir, je le transforme en « je peux guérir ». C'est finalement toute l'essence même de cette histoire. Voilà, et c'est effectivement là, tout à l'heure, on évoquait le problème de rétrocausalité, c'est exactement ce que vous suggérez. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler, et vous le dites bien,
je vais guérir, c'est-à-dire que mais je peux guérir. C'est-à-dire que on parle au présent. C'est-à-dire qu'on ne parle pas je vais guérir un jour, mais c'est je peux guérir à l'instant T parce que je vais comprendre l'origine de ma maladie et c'est effectivement ce que Sarah a fait. Et je vais vous laisser bien sûr en dévoiler la structure. En fait, c'est quand même absolument incroyable parce que cette histoire, elle est étonnante. Elle a une tumeur oculaire, donc elle est condamnée. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le dire, elle est destinée à mourir. On lui dit, soit il faut arracher l'œil, il faut lui enlever l'œil, etc. Malgré tout, elle sait qu'elle va être condamnée. Et puis, elle décide finalement de se prendre en main. On lui cache au début, hein, je crois, la vérité. Et puis, finalement, voilà, elle la découvre. Et elle va découvrir cette méthode donc, de relaxation, de visualisation. Et ça, c'est très important, docteur, parce que la relaxation, faire descendre, alors là, on parlait, Bernard, de vibration, etc. Effectivement, faire redescendre en vibration son état, je sais pas, il y a des gens qui disent θ, alpha, bêta, je ne sais pas, j'y connais pas grand-chose, mais entre la relaxation, finalement, du corps et la visualisation. Et c'est pas un mot galvaudé parce que tous les sportifs avant une compétition visualisent leur victoire et visualisent le match. Regardez un skieur, un coureur automobile, etc. Donc là, c'est hyper important. C'est-à-dire que ça, docteur, c'est visualiser sa guérison. C'est primordial quand on veut guérir. Alors, bien au-delà de visualiser sa guérison, il faut visualiser en fait l'efficacité des traitements. Dr Carl Simonton a été vraiment un précurseur en la matière. Il a proposé effectivement donc aux patients de visualiser ce que réalisait le traitement qui leur était prescrit. Donc, par exemple, si jamais il s'agissait par exemple d'un cancer du sang, par exemple, eh bien, il apprenait donc à ses patients à visualiser les molécules de chimiothérapie, par exemple, qui venaient détruire les petites cellules malades pour pouvoir les remplacer par des cellules en bonne santé. C'était ça qui était un phénomène extraordinaire et ça a permis effectivement donc à Sarah de comprendre beaucoup de choses, de pouvoir, encore une fois, profiter pleinement des traitements, parce que je vous rappelle une chose, hein, c'est qu'il n'est pas question d'arrêter les traitements conventionnels. Il faut tout simplement se servir de traitements conventionnels pour gagner du temps. Oui. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que notre médecine, malheureusement, est un petit peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'elle utilise trois grands moyens, en fait, pour réussir à soigner. Elle utilise le poison, qui est donc la chimiothérapie. Je parle du domaine du cancer. Elle va utiliser la radiothérapie qui peut se comparer à du feu et elle utilise effectivement la chirurgie qui peut être le couteau. C'est-à-dire quand ces trois armes-là, c'est les seules dont on dispose. Alors bien entendu, ces armes-là s'améliorent. Tous les jours, on bénéficie des avancées scientifiques, des avancées de la physique, des avancées de toutes les autres sciences pour effectivement améliorer de plus en plus le traitement. Mais si derrière, le patient peut être convaincu et peut aider ces armes à être encore plus efficaces, eh bien, c'est tant mieux et il faut l'utiliser. Et c'est ce que Carl Simonton avait réussi à constituer sous forme de séminaire, vraiment, donc de training autogène. C'était très, très, très intéressant. Alors, on en reparlera du training autogène avec alors je sais pas, je crois que c'est un Allemand, Johannes Schulz, voilà, on en reparlera tout à l'heure, qui est à l'origine de ce training autogène. On voit quand même, docteur, que, en fait, dans sa guérison, l'entourage est plus présent. L'entourage est plus apaisé. En 7 ans, elle va canaliser son cancer. En fait, les toubibs vont comprendre que son cancer oculaire s'est enquisté, en fait, si je ne m'abuse. Hein. C'est comme ça que vous relatez l'information dans le livre. Alors, ça veut dire quoi enquisté? Ça veut dire qu'en fait, il se fige. Alors, en fait, si vous voulez, ce qu'elle avait, c'était un mélanome malin, ce qu'on appelle de l'œil, ce qui est extrêmement rare et qui est extrêmement gravissime, parce que c'est même pas grave, c'est gravissime. Le mélanome malin a une propension, malheureusement, à très très vite émettre des métastases et à très vite infiltrer tous les tissus. On sait très bien qu'un mélanome malin sur la peau, par exemple, peut donner un cancer généralisé en quelques mois. Hein, il ne faut pas vraiment beaucoup de temps. Et malheureusement, comme ces mélanomes malins ont tendance à s'infiltrer partout, notamment au niveau de l'œil, qui est forcément proche du cerveau, eh bien en fait l'espoir ou
on va dire, la probabilité de survie de cette patiente était quasi proche de 0. Et Simonton a eu l'idée chez cette patiente de lui visualiser cette notion qu'en fait, on va inverser l'évolution naturelle donc, de ce cancer pour l'enquister, pour qu'il soit enfermé sur lui-même dans une gangue qui l'empêche en fait de pouvoir se développer et gagner sur son corps. Est-ce que, je sais que c'est aux États-Unis qu'exerce Simonton, est-ce que c'est plus facile dans un pays nord-américain de travailler sur ces sujets qu'en France ou en Europe, docteur ? Alors, c'est difficile parce qu'on ne peut pas rentrer dans une polémique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, et encore, la France a été vraiment singulière par rapport aux autres pays européens, on est un petit peu dans une dimension aujourd'hui où on revient à de l'obscurantisme et on revient un petit peu à des dogmes médicaux. Donc c'est un petit peu compliqué, parce qu'on ne va pas rentrer dans une polémique. Alors pour rebondir, oui, effectivement, aux États-Unis, c'est à la fois plus ouvert parce que c'est un très grand pays où effectivement il y a cette notion de liberté de parole qu'on n'a plus trop, j'allais dire, en France, depuis qu'en fait on a cette fameuse HAS ou Haute Autorité de Santé qui s'est immiscée dans tous les domaines de la vie médicale. C'est un petit peu le souci, c'est qu'aujourd'hui, la haute autorité, c'est bien ça que ça veut dire, hein, vous l'avez au niveau de l'audiovisuel, hein, nous on l'a au niveau de la santé, c'est-à-dire que c'est un grand Manitou qui décide un petit peu de tout, de qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire, de comment on doit travailler, et malheureusement, c'est pas en général des médecins, c'est très souvent des hauts fonctionnaires. Vous l'avez aussi dans le domaine de la télé. Ah oui, ça je vous confirme que effectivement, et c'est pas forcément les plus professionnels qui sont à la baguette, mais ça c'est un autre. Voilà. Je ne veux surtout pas faire de polémique. Hein, on n'est pas là pour ça. Un autre débat, mais vous avez raison de le souligner, et on l'a vu avec ce qui s'est passé avec la pandémie, etc., qu'il était très, très difficile de toute façon pour des médecins, quel que soit le bord, hein, pro ou pro de toute façon, de s'exprimer. Et il y a des spécialistes qui sont spécialistologues en herbe, qui sont là exprès pour passer à la télévision et qui ne sont pas forcément les meilleurs conseilleurs. Bernard, je sais que tu travailles toi sur la vibration, le sensible. Tu as d'ailleurs écrit un bouquin assez incroyable dont tu es venu m'en parler il y a quelques jours, Filament d'éternité, où on voit que finalement, dans cet ouvrage, tu nous dis que on est plus grand que ce que l'on est, qu'on est un grand tout, que les particules s'échangent, qu'on est fait d'atomes, que rien ne se perd, tout se transforme. C'est la prise de conscience de cela, pour toi, peut aider le soulagement, la guérison, en plus, bien sûr, du complémentaire santé classique. Oui, de toute façon, ça vient forcément en complément, hein, puisque de toute façon, il y a des gens qui sont patentés pour effectivement s'occuper de la matière, hein, du physique, du corps. Et puis, ce qui fait avancer les choses, c'est pas tellement les familles de pensée, c'est pas tellement les théories. Ce qui fait avancer les choses, c'est ce qu'on voit dans ces livres, dans les livres qu'on a pu produire. C'est-à-dire, ce sont les exemples qui montrent que le docteur en a. Moi, j'en avais eu quelques-uns aussi. Je veux dire, où effectivement, on voit que à partir du moment où il y a un processus inverse qui s'enclenche, on arrive... Mais d'ailleurs, on le voit même sans aller jusque dans les maladies inexpliquées avec des gens qui sont condamnés. On le voit simplement, quand on parlait de visualisation tout à l'heure, quand on a une blessure, si on demande aux gens effectivement de visualiser leur bras blessé comment il était avant la blessure et de venir plaquer ça dessus, effectivement, on accélère le processus de régénération cellulaire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les exemples, c'est ça qui fait avancer. C'est pour ça que on ne peut pas être contre la médecine parce que c'est la référence, bien évidemment. Et puis, on n'est pas là pour ça. Il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour ça. Simplement, il faut dire qu'effectivement, à partir du moment où on parle d'énergie, de vibration, la rencontre, on parlait tout à l'heure de la rencontre avec un patient, la rencontre entre un patient et quelqu'un qui va s'en occuper, c'est deux choses vibratoires qui se rencontrent. Et là, ça matche ou ça ne matche pas. C'est comme les coups de foudre, c'est comme ces choses-là. Il se passe quelque chose qui est au-delà du visible et qui est simplement du vibratoire. Ça se passe avec tout ce qu'on rencontre dans la nature, les animaux, n'importe quoi, ou ce qu'on a envie de manger ou pas. À un moment donné, il y a une connexion qui se fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe. Mais là, c'est très important ce que dit Bernard, docteur, parce que y a une histoire dans votre livre, justement, de rapport
entre le médecin et la patiente. Et je ne sais plus quelle histoire c'est. C'est Simone. Simone, hein, c'est ça, je crois, voilà. Et en fait, elle dit à la fin que ce qui l'a sauvée, c'est son professeur, mais pas le médicament qu'il lui est donné, c'est la relation qu'elle a. La connexion. Voilà, la connexion qu'elle a avec ce toubib. Et là, c'est hyper important. Et là, j'en veux un petit peu au corps médical, parce que souvent, il y a beaucoup de médecins qui se prennent un peu pour Dieu, hein, quand même, donc voilà, et de chirurgiens, et qui rentrent dans la chambre sans... En fait, on a complètement laissé tomber l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, c'est pas qu'un corps. C'est-à-dire qu'une dame, quand elle est à moitié nue, ben, on rentre pas comme ça avec ses internes. C'est pas je frappe et je rentre. Je frappe et j'attends de savoir. Il y a toutes ces choses-là, vous voyez ce que je veux dire? Et on a tellement déshumanisé la médecine que, en tout cas, ça c'est... Moi, j'ai été 3 ou 4 fois opéré. Je me dis, mais merde, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas... J'existe. Vous voyez, je suis pas que un mec qu'on va soigner. Alors, je remercie la médecine, hein, parce que moi, j'ai eu 5 fractures. Sans la médecine, sans les chirurgiens, j'aurais plus de jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'empêche que parfois, on demande juste un peu de compassion. Alors, c'est vrai qu'on devrait aussi en avoir pour les équipes médicales, parce qu'elles sont maltraitées aussi. Hein. Donc ça, je rends à César ce qui est à César. Mais c'est important, cette relation. Elle est hyper importante, docteur. Vous la prenez en considération, vous, quand vous avez quelqu'un en face de vous? Tout à fait. Le problème, en fait, tout provient en fait de notre conceptualisation de notre système de santé aujourd'hui. Je vais juste vous prendre un exemple. Aujourd'hui, malheureusement, on est payé ce qu'on appelle à l'acte. C'est-à-dire qu'on est payé, entre guillemets, à ce que le patient, on lui fasse un acte dessus, on lui fasse une prescription et on a de l'argent derrière. On n'a pas forcément plus d'argent s'il est bien soigné. Bien au contraire. S'il est mal soigné, il va revenir nous voir et donc on aura de l'argent à nouveau. Alors que dans tous les pays asiatiques, et je vais en rebondir et ça va rebondir et répondre à votre question, dans tous les pays asiatiques, en fait, on a des contrats d'entretien. C'est-à-dire qu'une famille vient voir son médecin et lui dit, voilà, je vais vous donner tant d'argent pour être soigné pendant l'année entière et vous allez me soigner, quelles que soient les choses qui vont m'arriver dans le cadre de ce contrat d'entretien. Si bien que le médecin en Asie, il a tout intérêt, entre guillemets, à bien soigner son patient pour ne pas avoir à le revoir. C'est-à-dire qu'il va, plutôt que de lui donner des médicaments chimiques extrêmement chers, il va au contraire, le week-end, aller en famille chercher des plantes dans la montagne et servir de ces plantes qu'il a eues gratuitement pour les donner dans son contrat d'entretien à ses patients pour qu'ils soient soignés. Et on rentre dans un cercle totalement vertueux qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout, pour l'instant, à adopter dans le monde occidental. Ça me rappelle le film, c'est dans La Crise, hein, je crois, dans La Crise, hein, je crois que ce film de Colin Serrault, où il y a cet exemple où le mec veut changer complètement sa façon de travailler, il dit, mais tu sais ce qu'on fait en Asie, en fait, le docteur, il est là pour... En fait, on lui tape dessus quand on tombe malade, parce qu'il est là, justement, dans un concept de prévention, ça change tout. Alors, sur BTLV, je vois que vous êtes nombreux et nombreux à réagir ce soir, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On n'est pas pour ou contre la médecine, attention, on le rappelle, hein, c'est très important. On est juste on essaye là de comprendre la force que nous avons en nous, dans notre corps humain, qui va nous permettre de guérir et d'expliquer ces guérisons qui sont spontanées, inexpliquées ou miraculeuses. On va revenir sur quelque chose qui a beaucoup marqué les dernières semaines de BTLV. Il y a quelque temps, on a eu un homme qui est venu lors de la libre antenne s'exprimer. Il s'appelle Anthony. Il est venu nous parler de son entre-deux-vie. Ses souvenirs qu'il avait de cet entre-deux-vie. Vous avez été nombreuses et nombreuses à vouloir faire en sorte que je reçoive à nouveau Anthony pour le plus grand plaisir des abonnés. Et c'est ce que j'ai fait. Ça dure 1h10 l'entretien. C'est un carton véritable et il revient justement sur cet entre-deux-vie. Écoutez, extrait. À l'âge de 6 ans, on est venu me chercher pendant que je dormais, c'est-à-dire en projection astrale. Pour m'expliquer, enfin pour me montrer quelle était ma vie antérieure. En fait, je suis en train de voir mon enterrement. Puis une fois que c'est terminé, je commence un voyage. Alors, je vois cette lumière qui arrive. Il y a une espèce de catapultage dans quelque chose. Et là, j'arrive j'arrive dans un plan où on est comme si on était dans l'espace. Et apparaît un rectangle blanc qui fait office de porte. Je rentre dans ce rectangle de lumière. Et là arrive donc ce qu'on appelle la revue de vie,
C'est intéressant, bon voilà, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la relation que j'avais avec mon ex-femme. Ce qui est difficile, c'est qu'à un moment, on switch. C'est-à-dire que je me retrouve, c'est comme si j'étais dans le corps de ma femme. Et je prends toutes les sensations, je me vois faire comment j'ai pu, entre guillemets, mal donner mon amour. Bon, là, on prend une claque. On se rend pas compte à quel point... On est parfois à côté. Oui, c'est la claque de ma vie. Souvenir de l'entre-deux-vie, Anthony, c'est un joli témoignage réservé aux abonnés de BTLV. Voilà pourquoi, et je le répète et je le dis, je fais mon marchand de tapis. Vous devez nous rejoindre parce que déjà, regardez, avec les 10 ans, c'est sans engagement, c'est moins cher et ça nous permet de vous offrir toutes ces émissions qui sont en clair. Et ce soir, on parle des guérisons inexpliquées. Ceux qui l'aiment l'écoutent pour savoir ce qu'il va dire. Ceux qui ont peur l'écoutent aussi pour savoir ce qu'il va dire. Bob vous dit toute la vérité. Celle de mes invités, parce que vous le savez, je n'en ai aucune. Ils sont là, Bernard Baudouin, les guérisons inexpliquées qui défient la science. Et puis, on a également le docteur Yann Tiberghien qui est avec nous. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on est en phase terminale d'un cancer? Ou est-ce que encore, docteur, est-ce qu'on peut encore avoir espoir d'une guérison inexpliquée, spontanée, accompagnée, puisque là on parle justement peut-être voilà, de psyché, etc. Est-ce que, ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que, moi j'ai perdu mes 2 parents d'un cancer, donc je sais de quoi je parle, je les ai accompagnés jusqu'au bout, etc. Donc, ce que je comprends, est-ce qu'on a toujours l'espoir? On dit toujours l'espoir fait vivre et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce que cet adage, il est vrai? Alors oui, bien sûr, il est toujours vrai. Le problème, c'est qu'il faut réussir à le susciter chez le témoin qui, lui, sent très bien que la vie est en train de s'étioler et qu'il va effectivement partir. Donc, on a donc dans les soins palliatifs énormément de ce type de prise en charge. Et aujourd'hui, on a un système de soins palliatifs en France qui est vraiment exceptionnel, avec des gens qui font un travail absolument remarquable, à la fois pour effectivement aider les gens à mourir, parce qu'il faut être très clair, hein, dans les soins palliatifs, c'est bien ça, c'est qu'on les aide à mourir. Mais tant qu'à faire, on les aide à mourir bien, c'est-à-dire en étant en paix avec eux-mêmes. Mais effectivement, dans certains soins palliatifs, on peut encore estimer qu'il y a de l'espoir. Et on essaie de véhiculer cet espoir-là. C'est-à-dire qu'on essaye de leur dire, mais voilà, si vous arrivez à maintenant comprendre pourquoi vous en êtes là, comprendre pourquoi votre corps vous a emmené dans cette impasse-là, et que vous n'avez pas envie de vous exploser contre le mur du fond de l'impasse, vous avez encore la possibilité de vous retourner et de regarder ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire au début de la rue, au début de l'impasse, pour peut-être changer de route. C'est ça qui est l'espoir qu'il faut donner. Et c'est ça que nos témoins, et dont vous allez citer, effectivement, ont fait. Sarah, c'est exactement ce qu'elle a fait. Vous avez parlé de ce cas tout à l'heure. Effectivement, elle a pris conscience qu'elle vivait dans un monde de haine, qu'elle vivait dans un monde extrêmement compliqué, issu en fait donc de l'histoire de l'Holocauste, pour réussir à comprendre que il fallait qu'elle regarde le monde de façon différente, qu'elle arrive à pardonner ces choses-là pour pouvoir avancer sur un autre chemin, guérir et effectivement gagner du temps pour enseigner. Parce que tous nos témoins, c'est ce que je dis dans le livre, ont voulu témoigner justement pour pouvoir vous apprendre, nous apprendre comment il faut vivre. On va parler justement de pardon tout à l'heure parce qu'on reviendra sur le cas de Margarita. Alors là, on est à Santiago du Chili voilà, avec Augusto Pinochet. Là, on est dans un truc, mais ça dépasse l'entendement. Donc voilà. Juste, voilà. Est-ce qu'il faut essayer, et là je vous pose la question à tous les deux, quand on apprend qu'on est malade, le premier sentiment, c'est pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Parce que autant il y a des gens qui boivent comme des trous, qui fument comme des malades, etc. On se dit, bon, pourquoi toi quand même, Gérard, t'as un peu tiré sur la corde. Mais il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui sont en pleine forme, qui fument pas, qui boivent pas, qui mangent bien, qui font attention, et ça leur tombe dessus. Donc il y a le premier sentiment, c'est pourquoi moi? Et le deuxième, souvent, c'est la colère. Bernard, cette colère, elle n'arrange pas les choses. Mais elle est compréhensible. Bien évidemment, elle n'arrange pas les choses. Mais ce qui est fondamental au départ, c'est effectivement de faire comprendre aux gens d'où vient cette problématique de santé. Ouais. D'où vient cette problématique de santé. Et surtout, la responsabilité qu'on a tous
sur l'état de notre corps. C'est-à-dire que quelque part, mais l'état de notre corps, mais l'état de notre vie aussi. Tout ce qui se passe, à l'image de ce qui se passe dans notre vie. Dans notre vie, tout ce qu'il y a dans notre vie, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est forcément toujours à un moment donné des choses qu'on a mises en place, qu'on a laissé rentrer dans notre vie, des gens, des situations, des choses comme ça, choses qu'on a acceptées. Alors ça nous fait du mal, ça nous met mal, ou ça met du mal-être dans notre vie de tous les jours, mais c'est des choses dont on a été responsable. Donc ça veut dire qu'on est quelque part le patron de notre trajectoire, dans l'émotionnel, mais aussi dans le physique. C'est ce que je dis en préambule, c'est-à-dire qu'on est responsable de nos maladies et de nos guérisons. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on est autoresponsable de tout, c'est ça? Étant entendu que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, je crois que les malades qui sont effectivement à un stade très avancé, il y a une problématique au niveau corporel aussi, au niveau technique, au niveau mécanique, et le docteur pourra en parler lui aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un stade où on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Et je voudrais juste souligner une petite chose. Pour avoir travaillé avec Michel Salamagne, qui a créé les soins palliatifs à Gustave Roussy, l'accompagnement est fondamental quelque part. C'est ce que je disais tout à et au l'heure. niveau des médecins, moi, il y a une génération de jeunes médecins aujourd'hui qui, effectivement, ne pourraient plus dire ce qu'on disait il y a 20 ans ou 30 ans. On disait aux gens, dans un couloir, on disait bah, « écoutez, je suis désolé, il vous reste 3 semaines ». Je veux dire, il y a des gens qui étaient comme ça parce qu'effectivement, ils ont besoin de distancier, comme les chirurgiens. Ce que je disais tout à l'heure, pour pas... Comme les chirurgiens qui, en salle d'op, discutent, plaisantent, machin et tout ça. Ils ont besoin parce que sinon, ils sont trop impactés personnellement. Je peux comprendre. Hein. Ceci étant, ça ne justifie pas de ne pas prendre soin mentalement et émotionnellement des gens. Alors, je voulais juste bien signaler qu'on n'est pas là quand on dit qu'on est responsable de nos maladies, de nos guérisons, on n'est pas là pour blâmer ceux qui sont malades. Hein, donc sûr, attention, bien sûr. c'est juste essayer de comprendre justement comment, quel est ce processus. Parce que si on comprend la cause, on peut peut-être avoir le remède. Ça, c'est très important aussi, docteur. Vous êtes médecin généraliste, Exactement. vous envoyez plein des gens qui viennent vous voir. Bien sûr. Et c'est ce que j'essaie de souvent expliquer. Devant les mêmes facteurs et les mêmes, si vous voulez, conditions, on va effectivement faire une maladie et un autre ne va pas en faire devant les mêmes facteurs et les mêmes conditions. Et même pire, des gens qui ne seraient pas dans les conditions et dans les facteurs précités, par exemple, vous citiez l'alcool ou le tabac, eh bien, effectivement, certains vont faire effectivement un cancer de la gorge. Donc, on va expliquer que c'est lié à ça, mais d'autres, malheureusement, n'auront jamais fumé et vont faire le même cancer de la gorge. Ben oui. Donc, on va se dire, les conditions, certes, ce ne sont pas les causes. Et donc, quoi de mieux que d'aller interroger des gens qui en sont sortis, c'est-à-dire qui ont compris quelles étaient les causes intrinsèques à leur maladie, et quoi de mieux d'aller les interroger? Et moi, je me rappellerai toujours qu'à chaque témoignage, à chaque témoin, parce que je les voyais très régulièrement, je leur ai demandé une seule chose. Je leur ai dit, mais expliquez-moi une chose. Et je leur posais la question toute simple. Alors, je vais le lire exactement parce que je me rappelle exactement comme je disais. La question de base, c'était « Pourquoi le cancer ne va-t-il pas tuer ?» Et là, j'avais un grand blanc la plupart du temps et le patient me répondait et me dit « Mais docteur, vous n'avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer terminal que j'ai eu. » C'est-à-dire que, et là je leur répétais, je leur dis mais non, c'est le cancer qui vous a pas tué. Et ils me répétaient non, c'est grâce au cancer, grâce à la maladie, que j'ai pris conscience de la raison de ma maladie, parce qu'à ce moment-là j'étais devant une inéluctabilité absolument évidente et il fallait que je change de direction. Je crois d'ailleurs que c'est justement le cas qu'on a de Sarah et qui dit en fait j'ai accompagné, en fait j'ai vécu avec ce cancer et c'est avec lui que j'ai réussi finalement à me remettre sur pied. Bernard. Oui, ce qui est important dans ce que disait le docteur, je veux dire, c'est que tout ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours, comme dans la maladie, ça nous apprend des choses, ça nous dit des choses, ça a du sens. Et le fait de s'intéresser au pouvoir mental qu'on peut avoir sur la maladie, c'est simplement de dire, décryptons les choses. Les gens qui accompagnent les malades les aident à décrypter, trouver la raison pour laquelle ils sont malades, pour laquelle ils ont entretenu ou développé, même à leur insu, bien souvent, très souvent et la plupart du temps à leur insu, un processus pour déconstruire l'histoire de la maladie et déconstruire le fait que c'était quelque chose qui était dégénérescent et forcément définitif. Docteur, je vais vous montrer une photo. Par exemple, oui, allez-y. Allez-y, je vais répondre juste sur une chose très intéressante. C'est effectivement ce que dit Bernard, c'est qu'aujourd'hui on essaye d'apprendre à nos patients qu'ils sont en fait responsables de leur maladie.
Mais responsable ne veut pas dire coupable. Mais c'est ça. Responsable, ça veut dire qu'ils sont acteurs de leur maladie, c'est-à-dire qu'ils ont une action sur la maladie, et à par conséquent, s'ils ont une action sur la maladie, ils ont aussi une action sur leur guérison. Aujourd'hui, on essaye, les médecins, d'essayer de cantonner nos malades à des patients. Ouais. Et on leur explique qu'ils sont victimes. Et qu'entre guillemets, ne vous inquiétez pas, le docteur va vous soigner, ne faites rien, laissez-nous faire à votre place. Alors qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est essayer d'apprendre aux patients qui sont des acteurs potentiels et des acteurs majeurs dans leur propre guérison. C'est ce que dit Bernard dans d'autres termes. Et là, il y a juste un point social qui est très très important, c'est qu'on est dans une société où effectivement on nous apprend à dépendre totalement de tout ce qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qu'on a à apprendre, on nous le donne de l'extérieur. Et là, au niveau de la maladie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on délègue au docteur, on délègue à la science, avec ses imperfections, parce qu'elle ne sait pas tout, bien évidemment, le fait de nous sortir de la chose. On se déresponsabilise, en fait. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement, quand je parle de décryptage, tout simplement, c'est de l'aide. Hein. Je veux dire, c'est pas, les gens ne sont pas victimes du tout, hein, mais c'est simplement de dire... responsabilisez-vous et n'attendez pas trop de l'extérieur parce qu'il y a aussi des potentialités à l'intérieur qui sont très importantes. Alors, exactement, ils ont su changer les choses en fait. C'est-à-dire qu'ils ont donné un sens à leur maladie pour donner un nouveau sens à leur vie. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et leur maladie leur a été utile et leur a même été ce qu'on appelle nécessaire. C'est-à-dire que c'est ça qui leur a permis de reprendre la main et de reprendre le contrôle. Alors, je vais vous montrer une photo, celle-ci, un psychiatre. Alors, je ne sais pas comment on dit, Johannes Heinrich Schulz, voilà. Donc, visiblement, ce monsieur est allemand. Et c'est lui qui a créé, en fait, est l'auteur de ce training autogène. C'est quoi, docteur, puisque vous l'avez cité, ce training autogène tout à l'heure, c'est quoi, comment on peut qualifier ça ? Alors, c'est un vaste mot. Hein. Training autogène, ça veut dire entraînement et autogène qui s'autogénère par lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un travail. C'est effectivement ce qu'on fait, par exemple, je donne un exemple, dans les alcooliques anonymes ou dans les centres de cure de désintoxication. C'est-à-dire que c'est plus un thérapeute, un psychologue qui va dire au patient comment est-ce qu'il doit se comporter et qu'est-ce qu'il doit faire pour effectivement sortir de sa toxicomanie, mais on est au contraire dans une notion où ce sont d'autres toxicomanes qui sont à un autre niveau de dépendance, qui sont à un autre niveau de leur compréhension de leur maladie, qui vont aider les autres à pouvoir progresser dans leurs soins. C'est ce qu'on appelle le training autogène, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un entraînement collectif qui s'autogénère. C'est comme ça que moi je le définis. Et ça rejoint les travaux du docteur Kinslow aussi, qui est très connu et qui parle de la médecine quantique, quand il explique qu'effectivement, l'énergie dont on est porteur peut nous aider à nous guérir, en fait, quelque part. C'est-à-dire, il fait la distinction entre le moi, c'est-à-dire tout ce qui correspond à notre vie de tous les jours, l'intellect, l'ego et toutes ces choses-là, et le soi, ce qu'on est véritablement au fond. Et si on travaille là-dessus, ça nous permet d'injecter de l'énergie sur les problèmes de physique. Oui, mais vous comprenez, docteur, que ça peut faire peur quand on parle de médecine quantique. Là, il y a le côté haute autorité de santé qui voit que ça clignote, il dit « Oh là là, danger, secte, machin, charlatan, etc. » Vous comprenez ça quand même? Bien sûr, donc c'est pour ça qu'on est très vigilant à essayer de le faire dans le plus strict respect de la médecine donc conventionnelle, pour se servir de cette médecine conventionnelle, pour essayer d'aller aider les patients au mieux qu'on peut en utilisant toutes les armes qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, par exemple, moi, un Zona, je n'hésite pas, si vous voulez, à effectivement donner des médicaments qu'on appelle le valacyclovir. Donc, c'est un médicament chimique tout à fait habituel et efficace, mais en même temps, à la fin de la consultation, je leur donne l'adresse d'un tireur de feu qui travaille à côté de chez moi pour pouvoir être mieux soignés. Et alors, j'allais dire, je n'ai pas enlevé l'efficacité du médicament, et si ça a permis aux patients de guérir plus vite, mieux et de façon définitive, pourquoi pas? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est la complémentarité, c'est ça qui est très, très, très intéressant. C'est l'expérience aussi, c'est aussi de dire aux gens qu'effectivement, et de dire effectivement aux médecins qu'il y a plein de recherches, il y a plein de découvertes au jour d'aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'ils sont incultes, c'est pas ça, je ne me permettrai pas. Mais je veux dire que quelque part, tout en respectant la médecine allopathique et classique, je veux dire, effectivement, comme disait le docteur à l'instant,
de dire qu'il y a des choses à côté qui fonctionnent et qui fonctionnent avec des exemples, des choses concrètes. Mais regarde, il y a Anne Thierry qui me dit « J'ai fait des séances de training autogène de Schulz en groupe CATTP de Nayou avec une infirmière et un psychologue. C'était vraiment très intéressant, ça m'a fait beaucoup de bien. » Donc on voit qu'il y a quand même des choses que l'on peut essayer, des postures que l'on peut prendre également psychologiques qui vont nous permettre effectivement de vivre. Et le point commun qu'on a dans tous ces témoins extraordinaires, c'est qu'ils veulent partager. Ouais. Ils ont réussi, si vous voulez, entre guillemets, à trouver des solutions et ils veulent nous les faire partager de façon à pouvoir, si vous voulez, lorsqu'ils ont été confrontés donc à la maladie, ils veulent absolument nous aider nous-mêmes à trouver nos propres solutions parce qu'on n'a pas les mêmes maladies qu'eux, bien entendu, et heureusement, mais ils veulent vraiment nous aider avec leurs témoignages à comprendre des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, la relation avec leur thérapeute, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ça peut être des thérapeutes conventionnels, comme vous avez cité le cas de Simone, qui voue un respect absolument immense pour le professeur Pujol, qui était donc le président justement de la thèse, hein, puisque je vous rappelle une chose, c'est que le livre est issu d'une thèse de docteur en médecine, donc elle a été validée par les corps et par les pairs, hein, et Simone donc voue un culte à professeur Pujol, alors que d'autres vont effectivement se rapprocher d'autres thérapeutes donc non conventionnels, mais peu importe. On ne fait pas l'apologie de telle ou telle médecine non conventionnelle ou conventionnelle. On fait juste dire qu'il y a, si vous voulez, une approche thérapeutique différente qui peut convenir. Et moi, je me rappelais toujours d'une patiente qui me disait, vous savez, moi, j'ai tout visité, hein, depuis le cabinet BCBG au cabinet le plus crade possible, du cabinet avec le médecin, avec le complet veston-cravate, avec la chemise blanche, jusqu'au type complètement échevelé, avec la poussière et les toiles d'araignée qui trônent autour de son bureau. Bref, j'ai tout fait de la médecine, du plus grand professionnel au charlatan le pire, mais je n'ai jamais trouvé aucune solution chez qui que ce soit. La solution, je l'ai trouvée chez moi. En moi, oui, bien sûr. Ça, c'est très important. On va, dans la compréhension de qui on est, de qui nous sommes et de ce que l'on a en nous, je voudrais vous signaler une masterclass qui vous sera proposée le mardi 20 juin avec Françoise Nallet, Apprenez à vous libérer des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, Bernard, oui, bien sûr. Vous, docteur, je ne sais pas, parce qu'en fait, on a la sensation, effectivement, et je le dis souvent, qu'on est quand même le résultat de 50% de notre mère et 50% de notre père, qui eux-mêmes étaient le résultat de 50% de leur père et vice-versa, et voilà, et ça continue. Donc, fatalement, on a en nous, non pas quelque chose de Tennessee, comme disait le grand poète, mais quelque chose qui vient de notre passé. C'est un copain. Voilà. Après, comprendre ça, c'est aussi un pas, peut-être, et ça revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement, c'est la cause. Essayer de comprendre la cause pour essayer d'aller vers le mieux. C'est revenir à la source de ce que l'on est, quoi. Ouais, revenir à la source de ce que l'on est. Il y a effectivement tout ce côté générationnel. On est quand même porteur aussi d'une ADN qui date de 4000 ans. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Je veux dire, et même plus. Hein, je veux dire, donc à un moment donné, et on est aussi quelque part les descendants des grands singes, avec qui on a 95% d'ADN commun. Je veux dire, donc à un moment donné, il faut relativiser tout ça et surtout expliquer aux gens. On parlait tout à l'heure de ne pas remettre en question la science. C'est à l'évidence. Mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux gens qui sont malades que ça existe. Ça existe. Il y a des cas. Il y a beaucoup de cas. Vous savez, c'est comme quand Moody a écrit son bouquin dans les années 70 sur les LDE. Brusquement, on a commencé à faire des études et à chercher. On en a trouvé des milliers. Parce qu'on n'avait pas été chercher là où il fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, la médecine, elle n'aime pas aller... On est vraiment dans un thème extrêmement précis de l'illusion de l'unité et de l'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye, parce qu'on a un cerveau qui est malheureusement réduit, qui ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on pourrait l'espérer, et on est obligé en fait de vivre dans cette illusion. Moi, je donne toujours un exemple. Moi, je suis bien sûr plongeur sous-marin. Hein. Dans mes mers tropicales, on voit des nombreux poissons tropicaux et notamment on voit des bancs de poissons multicolores absolument immenses qui se déplacent en forme de bancs. Et il suffit juste qu'on fasse une pichenaude à un bout du groupe de poissons et on voit que tout le groupe réagit à l'instant T, comme si en fait eux, on leur donne une notion de
plein de petits poissons individuels, alors que eux, en fait, réagissent comme une seule entité. Et je réponds aussi au-dessus, quelque chose qui est très important, puisque vous parlez de transgénérationnel et effectivement de mémoire karmique, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a aussi cette notion de l'illusion de la linéarité du temps. C'est-à-dire qu'on est obligé, pour pouvoir concevoir les éléments, on est obligé de les séquencer événement après événement. Ce qui dépend du passé n'est pas du présent et ne sera pas du futur. Alors que probablement tous les chercheurs aujourd'hui, autres que scientifiques, et même donc tous les physiciens quantiques, considèrent que c'est une totale illusion, que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que tout est dans le même espace-temps. Et dans le même espace-temps, c'est-à-dire c'est le même lieu et le même temps. Et aujourd'hui, donc par conséquent, il n'y a plus de notion de transgénérationnel ou de karmique, c'est-à-dire de ce qui viendrait du passé, puisque tout est en même temps. Alors, on a dit qu'on allait évoquer des cas. Cette fois-ci, dans votre ouvrage, ils étaient tous condamnés. Ça commence comme ça, et mais ça m'a pris par la main et ça ne m'a pas lâché. 11 septembre 1973, à Santiago du Chili, le siège de la présidence est pris d'assaut. Un coup d'État est en cours. L'aviation de la junte pilonne le palais. Pris au piège, le président Salvador Allende se suicide. Le général Pinochet prend le pouvoir. Et là, bien sûr, dans les heures qui suivent, la capitale devient le théâtre d'assassinats et d'emprisonnement. Et on va parler du cas de Margarita, si vous le voulez bien, docteur, que vous avez mentionné. C'est un cas qui est... Là, on parlait de pardon tout à l'heure, ça dépasse l'entendement. Ah, tout à fait. Et ce qui est amusant, c'est comment j'ai rencontré cette patiente. Je l'ai rencontrée effectivement dans un cadre d'un séminaire justement de training autogène. On en parlait tout à l'heure. Et effectivement, elle nous a partagé quelque chose. Alors, elle parlait pas très bien français. Bon, elle était très francophile. Donc, elle avait quand même un petit peu de français, mais elle avait un fort accent espagnol. Et on la comprenait extrêmement mal. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'elle l'articulait mal. Et à un moment donné, elle nous a expliqué qu'en fait, elle n'avait plus de langue. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle avait été torturée. C'est ce que vous allez expliquer pendant plus de 22 ans dans les geôles, effectivement, donc de Pinochet, pardon. Pinochet, oui. Et elle avait été torturée à l'arc électrique. Et effectivement, la langue avait été complètement détruite par tous ces arcs électriques. Et je vous laisse continuer l'explication parce que c'est effectivement épique. Elle pèse 30 kilos à sa sortie, cette dame, 30 kilos. Vous imaginez ce que c'est, 30 kilos pour un corps humain, c'est-à-dire qu'elle ne pèse plus rien. Elle part à Paris, voilà, elle part à Paris. Elle revit, c'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'elle retrouve une vie, une envie de vivre, et puis tout d'un coup, comme de fait exprès, comme si le sort s'acharnait sur elle, elle déclenche une leucémie aiguë avec un pronostic, là encore, foudroyant, docteur. On ne lui laisse pas beaucoup de temps, hein. Elle est condamnée. On lui laisse quelques semaines. Quelques semaines. On lui laisse pas plus de quelques semaines, ouais. Et on lui dit surtout, la seule solution aujourd'hui, si vous voulez gagner ces quelques semaines ou éventuellement peut-être à la rigueur quelques mois, la seule idée, c'est de vous mettre ce qu'on appelle en aplasie médulaire, c'est-à-dire vous donner un traitement de chimiothérapie extrêmement lourd qui vous met à zéro sur le plan effectivement du système sanguin où vous n'avez plus de défense immunitaire. Et donc par conséquent, donc en absence de défense immunitaire, on vous met dans des bulles, c'est-à-dire qu'en gros, on vous met dans une geôle où vous êtes complètement enfermé dans une geôle où plus personne n'a de contact avec vous, vous êtes complètement isolé. C'est une autre prison. Et elle, alors que c'est ce qu'elle a vécu pendant 22 ans, bah oui. Elle refuse complètement cette hypothèse-là et envoie balader tout le monde. Alors là, elle refuse, elle se prend en main et elle décide de rentrer au pays. On lui laisse moins de 3 mois à vivre, hein, c'est-à-dire à cette dame, et elle décide de rentrer. Et ce qui est fou, c'est qu'elle va passer devant cette... Elle veut se rendre à l'endroit où elle a été emprisonnée pendant de nombreuses années. Et alors là, cette fois, elle va rencontrer ceux qui l'a torturée. Les deux geôliers qui l'a torturée et qui, j'imagine, l'ont peut-être même violée. Enfin voilà, donc on imagine l'état dans lequel les femmes devaient être à cette époque. Et c'était plus grand-chose, en tout cas pour les geôliers. Et alors là, elle va se retrouver, docteur, face à ces geôliers. Et ils sont... moins que rien, ils ne savent pas comment la regarder, ils la regardent un peu de côté, ils sont presque... Ils sont honteux de toute façon, parce que quand on se retrouve finalement dans la position
de celui ou de celle qu'on a torturé, on fait beaucoup moins le malin et on s'aperçoit véritablement de notre condition humaine. Et donc là, elle va pardonner. Et c'est ça qui est très important, docteur. Oui, non seulement, si vous voulez, ils sont honteux, mais surtout, ils ont peur. Ouais. Même l'administration pénitentiaire a très peur. Parce que n'importe qui demande à voir effectivement ces geôliers et ces tortureurs, enfin, les personnes qui l'ont torturé, bien entendu, on imagine qu'elle veut se venger, qu'elle voudra effectivement les tuer, qu'elle voudra les blesser, qu'elle voudra faire quelque chose pour effectivement se venger. Eh bien non, au contraire, elle va tout d'un coup leur dire « N'ayez pas peur, je suis là effectivement, uniquement pour vous pardonner ». Alors pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Oui, c'est ça. Hein, on parle toujours que pardonner veut dire oublier. Non, on n'oublie pas qu'on vous a fait du mal, mais on vous pardonne. Comment on va pouvoir pardonner à quelqu'un? Eh bien, on va essayer de minimiser la portée de son acte. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire la puissance que l'acte de l'autre a eue sur soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'oublier, mais on va le pardonner. On va lui trouver ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on va diminuer la puissance qu'a eu cet acte violent contre vous pour pouvoir en fait le dénuer de portée ou lui réduire de sa portée. Mais tu te rends compte quand même, Bernard, la force psychologique quand même qu'elle avait cette dame. Oui, mais c'est éminemment spirituel. Je veux dire que quelque part, ça procède de sa thérapie pour sortir de son problème, en fait, je veux dire, quelque part. C'est une autothérapie pour aller jusqu'au bout de sortir de cette chose terrible qu'elle a pu vivre, quelque part. Et donc, du coup, elle s'en libère. Elle s'en libère et elle va les libérer eux aussi, quelque part. Donc, elle est dans le don, elle est dans le pardon. C'est... et spirituel et religieux aussi peut-être quelque part, si elle était très religieuse, parce que ça l'a aidée, et ça veut dire qu'effectivement, elle a dépassé les choses. Quoi. Là, on est presque christique. Hein, non seulement, effectivement, il y a une guérison spirituelle, mais il y a surtout, si vous voulez, une puissance intellectuelle énorme chez cette personne. Il ne faut pas oublier que c'est un des piliers, un des bras droits de Salvatore Allende. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est issu de la base. Hein. C'est vraiment un homme politique, ou une femme politique en l'occurrence, de premier plan. Et donc, elle a tout un intellect, tout un bagage intellectuel derrière qui lui a permis de faire ce travail et qui lui a permis de comprendre où venait le problème. Alors, 3 mois plus tard, plus aucune trace de leucémie. C'est ça qui est bouleversant. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pardonné, elle s'est libérée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fou parce que c'est ce que tu disais bien, c'est qu'en fait, en pardonnant, en n'oubliant pas, en pardonnant, le fardeau finalement, la culpabilité de ces 2 geôliers qui étaient là, finalement, elle l'a enlevé de son propre fardeau à elle. C'est un dégagement, J'en parle aussi dans un ouvrage, c'est-à-dire personne qui était censée être condamnée complètement, qui va faire 5 séances d'1 heure avec quelqu'un qui va le faire de la relaxation, 2 mois après, il n'y a plus rien sur les radios. Quoi. Je veux dire, donc, on y croit pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça existe. C'est les faits. C'est que ça existe, les faits sont là. Quoi. Alors, je veux dire, il ne s'agit pas de dire que les gens ne savent pas ou ne connaissent pas, il suffit simplement d'expliquer aux gens que ça peut se faire et que ça vaut peut-être la peine d'essayer, quoi. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de Lourdes aussi, parce que là aussi, 70 guérisons inexpliquées à Lourdes ont été reconnues par la médecine. Officiellement, hein, j'avais reçu ici, je crois que c'était le professeur Patrick Tellier qu'on va écouter dans le reportage de David Gallet dans quelques instants, qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent beaucoup mieux après être allés à Lourdes, mais les cas sont nombreux et l'Église met du temps à statuer. C'est un collège de nombreux médecins. C'est-à-dire qu'avant que la médecine avoue que c'est une guérison inexpliquée, c'est très compliqué. Je vous propose de regarder le sujet de David Gallet et on en parle juste après. Existerait-il des forces inconnues capables de délivrer certains d'entre nous de maladies incurables? Pour de nombreux chrétiens, Lourdes en serait l'illustration. Ce sanctuaire aurait permis la guérison inexpliquée de 69 personnes. Des guérisons miraculeuses reconnues par l'Église, mais aussi par le corps médical. Serge François fait partie de ces rares miraculés. Souffrant depuis 1997 d'un mal incurable, paralysé en partie des membres inférieurs, sa visite à Lourdes au printemps 2002 allait bouleverser sa vie. Je me suis rendu à la grotte péniblement, très péniblement avec mes cannes. Je marchais en boitant, titubant, raclant le sol avec ma jambe gauche qui me faisait tant souffrir. Ensuite, je me suis dirigé aux fontaines.
Là, j'ai été pris d'une douleur fulgurante dans toute ma jambe gauche, une douleur atroce. J'avais l'impression que l'on m'arrachait la jambe. Il paraît que j'en ai même crié. Et puis au bout d'environ 2 ou 3 minutes, tout est rentré dans l'ordre, avec une sensation de bien-être, de réconfort et de chaleur. Dans les jours qui suivirent, Serge récupérera totalement l'usage de sa jambe et toutes les douleurs finiront par disparaître. Sa guérison inexpliquée sera reconnue 6 ans plus tard par le Comité international de Lourdes. Le docteur Patrick Tellier, ancien président du bureau médical du sanctuaire, a pu étudier des dizaines de cas de guérison. Pour ce médecin, ces cas semblent différents des guérisons spontanées que l'on peut observer parfois partout dans le monde. Des guérisons inopinées, des guérisons inexpliquées, ça peut arriver. On parle plutôt de rémission spontanée. Bon, ça arrive. Mais là, la personne qui a guéri sait très bien qu'elle a guéri à un moment donné précis, dont elle a une conscience aiguë et qui la marque profondément. C'est-à-dire que pour elle, il y a un avant et un après. Et ça transforme sa vie et elle ne l'oubliera jamais. La science n'a pas encore réussi à donner des explications concluantes sur ces phénomènes de guérison miraculeuse. Pour le docteur Tellier, il semblerait toutefois qu'une force extérieure à notre corps physique entre en action pour provoquer la guérison. Cette force reçue, à un moment donné, se déploie dans notre organisme et dans chacune de nos cellules et provoque donc une guérison qui n'est absolument pas explicable par la médecine parce qu'elle a lieu de façon instantanée et sans convalescence. Aujourd'hui, Serge François cherche à partager son expérience extraordinaire et à susciter l'espoir auprès des malades qu'il visite régulièrement. Mais lorsqu'on lui demande comment il peut expliquer sa guérison, sa réponse est toujours la même. C'est le mystère total, de toute façon. Non, ça c'est vrai. Mais bon, il faut y croire. Vous n'êtes pas obligé de prier du matin au soir, mais il faut y croire. Il ne faut pas dire, bah non, il faut regarder les choses en face. Voilà pour ce joli reportage de David Gallet. Merci à lui de nous l'avoir passé. Il y a un mot qui revient quand même là à tous les deux, c'est il faut y croire. C'est-à-dire que est-ce que là aussi c'est important? C'est-à-dire qu'on parlait de visualisation tout à l'heure, de relaxation. Est-ce que vouloir c'est pouvoir? Je veux guérir, est-ce que je peux? Est-ce que c'est important aussi d'être dans cet état d'esprit, Bernard? Oui, je crois que... Mais c'est important à partir du moment où on comprend comment on fonctionne. Je veux dire, c'est intéressant ce qu'on me disait dans le reportage sur le fait de ces gens qui ont la sensation qu'une énergie extérieure vient les régénérer, en fait, quelque part. Or, c'est la même énergie que ce que l'on a, nous, quelque part. C'est ce sur quoi travaillent tous les énergéticiens aujourd'hui, c'est-à-dire, ou même les gens qui font de l'imposition des mains ou des choses comme ça. C'est toujours des transferts d'énergie qui viennent restabiliser, qui viennent réharmoniser toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que le fait d'y croire et de ne pas... Mais encore faut-il qu'on nous permette d'y croire. Parce qu'il existe encore aujourd'hui, moi j'en ai eu l'exemple encore très très récemment, des gens qui disent bon, vous avez cette maladie, de toute façon vous l'aurez toute votre vie, c'est même pas la peine, prenez les médicaments, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça existe encore aujourd'hui. Mais de la même manière qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des scientifiques français qui disaient « bon, on a tout découvert, c'est pas la peine de chercher plus longtemps ». Donc, voilà quoi. Alors justement, l'intervention de cette croyance au divin, au divin ou autre chose, est-ce qu'elle est importante dans la guérison, docteur? Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'il faut faire une différence entre, je vais rebondir là-dessus, sur croyance et dévotion. Et il faut effectivement être croyant, mais pas être complètement dévot. Je prends par exemple l'exemple que vous avez cité pour Luigi donc dans l'ouvrage. Il est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas réellement croyant, mais simplement il est amené à Lourdes par sa communauté, par son village. C'est-à-dire que lui, il n'a fait absolument aucune démarche pour y aller. Volontaire, il n'était pas du tout dans une notion de dévotion en croyant que Lourdes allait le soigner, mais tout simplement il y a été amené et il s'est passé quelque chose. On va en revenir tout à l'heure. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le problème de la dévotion, c'est qu'on va avoir toujours tendance à penser que Dieu va nous sauver. Et là, je vais parler d'une petite boutade, ça va vous faire rigoler, mais par exemple, c'est un monsieur qui a un cancer très très grave, un chirurgien se présente à son chevet et lui dit « je peux vous sauver ». Et le patient lui répond à son chirurgien « non merci docteur, je vous remercie, mais je crois en Dieu, Dieu va me sauver ». Et là-dessus, malheureusement, donc, le chirurgien n'a pas le droit de l'opérer, la maladie s'aggrave,
quelques mois plus tard, la maladie s'étant aggravée, un deuxième chirurgien se présente au chevet. Je peux vous soigner, mais c'est un petit peu tard, mais je peux essayer de faire quelque chose. Et le patient lui répond exactement comme la première fois. Je vous remercie, docteur, passez votre chemin, Dieu va me sauver. Et les mois avancent, on est vraiment au stade presque pré-mortem. Un énième chirurgien se présente, propose ses services, le patient refuse, effectivement meurt. Il monte voir Saint-Pierre et lui disait « Mais Saint-Pierre, je ne comprends pas, je croyais en toi et tu ne m'as pas sauvé. » Et Saint-Pierre regarde ses tablettes et lui dit « Mais attends, je ne comprends pas, je t'ai envoyé 3 chirurgiens, moi j'ai fait mon taf. » C'est ça, c'est effectivement ça, c'est bon. C'est très très bon. Alors, puisque vous parliez de Luigi et de son cas, alors là on est sur un cas aussi qui est assez intéressant. On se retrouve dans les Alpes italiennes. C'est un enfant qui vit dans un village au cœur d'une vallée, voilà. Et puis il se prépare à vivre ses longs mois d'hiver et il demande à ce qu'on lui fasse une paire de skis pour pouvoir jouir des joies de la neige et puis se déplacer plus facilement d'un village à l'autre, etc. Et puis il entend parler un jour du métier de chasseur alpin. Il voit, je crois, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien de l'histoire, une affiche qui dit « Devenez chasseur alpin ». Il passe les tests, il est reçu, etc. Et finalement, il devient un chasseur alpin. Et puis, alors qu'il est en mission, il commence à sentir une douleur dans la fesse gauche. Et là commence un peu le parcours du combattant quand même, docteur. À partir de ce moment, il va être confronté justement à sa problématique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il est malheureusement atteint d'une maladie qu'on appelle le sarcome, qui est un cancer extrêmement gravissime qui atteint donc l'os et les tissus conjonctifs. Et l'os s'est fait en fait petit à petit grignoter. Et donc en quelques mois, il a perdu bien sûr l'usage total de sa jambe parce que 80% de sa hanche était effectivement donc détruite, ainsi que les 2/3 de son fémur, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui tenait sa jambe, c'est-à-dire donc il n'y avait plus que des tissus fibreux informes qui tenaient le bas de sa jambe au reste de son corps. Bien entendu, il était maintenu dans ce qu'on appelle un système donc cruropédieux qui permet en fait un système donc de plâtre qui permettait en fait de le maintenir pour pas qu'il se désarticule complètement, mais bien entendu dans des souffrances atroces. Et c'est à ce moment-là qu'il va à Lourdes. Alors là, il va à Lourdes, effectivement, et puis comme beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y va pas forcément, docteur, avec beaucoup d'espoir quand même. Non, il n'a pratiquement aucun espoir. Lui, en plus, il est absolument pas croyant. Je vous rappelle qu'il est chasseur alpin militaire. Ouais. C'est un monsieur qui est brut de décoffrage. C'est-à-dire qu'il n'est c'est pas quelqu'un d'intellectuel, c'est quelqu'un qui est réellement dans l'armée, qui obéit aux ordres, qui lui n'est absolument pas croyant, absolument pas religieux. Et bon, forcément, il se retrouve donc dans des situations gravissimes où malheureusement, forcément, il va a priori mourir de sa maladie dans d'atroces souffrances, je le répète. Et donc, dans son village, comme d'habitude, très souvent, ça arrive beaucoup dans ces petits villages italiens où la communauté en parle à l'église. Le curé, effectivement, fait des quêtes pour essayer d'aider sa famille à subvenir à ses besoins, à subvenir à ses traitements. Et à un moment donné, eh bien, il y a une quête qui est entamée pour engager, pour l'emmener en voyage, donc, à Lourdes. Bernard, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'on parlait de la croyance. Juste une petite chose concernant la croyance. Il faut bien penser aussi qu'il y a le côté inverse de la croyance. C'est-à-dire que les gens qui croient et qui pensent fermement qu'ils vont mourir, ça va accélérer le processus, effectivement, de dégénérescence très souvent. C'est-à-dire que là encore, on a un impact personnel. Et on a dit un jour le verbe est arrivé, c'est-à-dire que le poids des mots est important, c'est-à-dire que la vibration d'un mot... C'est les vibrations, mais quand on voit, j'avais travaillé sur la création des alphabets, les alphabets hébreux ou les grecs ou ces choses-là, toutes les lettres, la forme des lettres, ça émet des vibrations. Bien sûr. Je dirais donc tout ce qui est écrit, tout ce qui est sonore, tout ça, c'est toujours que des vibrations. Alors, il y a quelqu'un d'assez connu, il y a quelqu'un d'assez connu qui a dit « lève-toi et marche ». Oui. Bon, il n'a pas bien fini, malheureusement, donc voilà, c'est dommage. J'espère que, je le dis souvent d'ailleurs, donc le matin, je me dis lève-toi et marche. Le problème, c'est qu'à 58 ans, c'est de plus en plus difficile. Vous savez ce qu'on dit, à 50 ans, si vous n'avez pas de douleur, c'est que vous êtes mort. Voilà, j'en ai 58 et j'ai de plus en plus de douleur. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. J'en reviens à cette histoire de Luigi qui lui dit, à un moment donné, quand il est à Lourdes, quand même, il prend conscience
qu'il est devant plein de gens qui souffrent le martyre et qu'il est chanceux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a ce renversement quand même de situation et d'état d'esprit quand même là, docteur, mais là c'est héroïque. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépasse tout, quoi. Voilà, et c'est effectivement ce que vous voyez dans le reportage, là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien exactement ce qui se passe. D'ailleurs, Luigi est très, très secret sur cette guérison-là. Je rappelle une petite chose, tous les témoins que j'ai interrogés ont des prénoms qui ont été maquillés, de façon à ce que personne ne puisse effectivement les retrouver. On essaye d'éviter qu'ils soient retrouvés, parce que parfois certains cas ont été publiés, donc forcément lui de Lourdes, il est relativement publié, son cas, et donc je préfère effectivement, j'ai préféré maquiller les prénoms pour pas qu'on puisse aller interroger individuellement les témoins qui n'ont pas forcément envie d'être dérangés dans leur vie quotidienne. Et lui, ce qui lui arrive, c'est que quand il arrive effectivement à la grotte, lorsqu'il est baigné, il nous dit, il s'est passé quelque chose. C'est ça. Il est absolument incapable de l'expliquer, exactement comme votre témoin dans le reportage le signale, mystère total. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et brutalement, il prend conscience de l'origine de sa maladie. Brutalement, il dit à chaque fois, c'est très brutal. J'ai tout d'un coup eu la science infuse. J'ai tout de suite pris conscience pourquoi j'étais malade. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais malade, j'ai ressenti la solution de la guérison. Et ensuite, il a mis en œuvre cette solution-là quand il est rentré chez lui. Et progressivement, c'est ça qui est intéressant dans le livre, vous allez voir qu'effectivement, il a complètement reconstruit sa hanche. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est que la nouvelle hanche, son néocotyle, c'est-à-dire qu'il a refait pousser son fémur, il a refait pousser l'ensemble de son bassin. La seule conséquence qu'il avait, c'est que le nouveau bassin a été construit 3 cm au-dessus de l'ancien. Et c'est ça qui est hallucinant parce qu'il a gardé une boiterie, donc il n'a plus jamais malheureusement pu revenir chasseur alpin, mais il continue, et là je l'ai encore vu il y a encore 2 ans, il revient régulièrement à Lourdes où il amène des malades et donc il est ce qu'on appelle brancardier. Et brancardier, je peux vous dire, quand vous avez brancardé à Lourdes et vous savez que ça monte et que ça descend, c'est un sport physique. En fait, il a eu le syndrome de la salamandre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça repousse, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui est absolument incroyable, Bernard. Mais ça, c'est la régénération cellulaire, quoi. Et je veux dire, effectivement, je parlais tout à l'heure de Kingslow. Lui, il parle de l'énergie pure dont on est tous porteurs. Et quand on a une blessure et qu'on va mettre dans un état de concentration particulier la main ou le doigt sur cette blessure, on sent, comme le disait le docteur, on sent effectivement des vibrations, on sent que ça chauffe, on sent qu'il se passe quelque chose, et quelque part, à un moment donné, ça disparaît. Donc après, on y croit, on n'y croit pas, mais intéressons-nous, allons voir, intéressez-vous à la régénération cellulaire. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément des choses très, très scientifiques au niveau de la présentation, mais qui expliquent bien qu'on est porteur de ça, de cette énergie-là, quoi. Et donc, on peut toujours réagir. On est non seulement porteur, mais ce qui est très intéressant, c'est dans l'embryologie. C'est-à-dire que l'embryologie, c'est la science qui traite effectivement de la création donc, du corps humain. De quand est-ce qu'on part d'une petite cellule, d'un spermatozoïde et d'un ovule qui sont fécondés, et comment est-ce qu'on arrive à la constitution d'un corps humain. Qu'est-ce qui fait ça? C'est très intéressant, c'est qu'il y a a priori de plus en plus de recherches se font en ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas uniquement un programme génétique qui nous permet de le faire, mais il y a toute une enveloppe énergétique qui se constitue, et cette enveloppe énergétique finit par ralentir une partie de ses couches vibratoires pour arriver à constituer de la matière. À partir du moment où cette matière a été détruite par une maladie, si effectivement émotionnellement, c'est-à-dire que si dans les couches supérieures énergétiques, on arrive à guérir la cause de cette destruction de la matière, eh bien c'est là qu'on peut obtenir non seulement de la génération, mais de la régénération, comme le dit Bernard, tout à fait justement, cellulaire, c'est-à-dire que ça permet de reconstituer de la matière une fois que le moule est réparé. Et on peut le faire aussi, au niveau du vieillissement. C'est-à-dire qu'on peut ralentir effectivement le vieillissement justement en autogénérant des choses qui sont. Alors on va pas faire du jeunisme. C'est-à-dire que toi, il faut rappeler quand même que tu as 103 ans, quoi. Je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Mais oui, exemple. Et tu te portes bien quand même. Donc, voilà. Non, mais c'est effectivement. Et ça me rappelle une émission que j'ai faite ici avec Stéphane Askel, qui lui est pareil.
paralysé des deux jambes et il se met au yoga, à la relaxation. Et moi, je l'ai vu venir sur mon plateau sur ses deux jambes. Donc voilà. Et je sais qu'il y a eu un ingénieur de la NASA aussi qui a été paralysé et qui s'est dit je remarcherai. Et il remarche aujourd'hui. C'est des trucs qui sont absolument... Alors, attention, on rappelle que ça marche pas pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte, mais ce qui est intéressant, c'est de faire un focus sur ça en se disant, voilà, il faut les regarder, ces choses-là. Intéressez-vous à ce qui existe. Voilà. C'est-à-dire, n'existe pas que ce qu'on nous dit, là, on n'est pas dans des choses qui peuvent être reproduites, qui peuvent être prouvées, qui peuvent être reproduites. On est dans des choses qui sont, à chaque fois, individuelles, totalement, mais les processus existent. Alors, puisqu'on parle de mystère et d'inexpliqué, quand même, je voudrais vous signaler ou vous rappeler que bientôt arrivent les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 9e édition. 2 jours, 10 conférences, d'ici 11 novembre, avec Patricia Daré, Patrice Marty, Jocelyn F. Keller, Bleuette Dio, Egon Kragel, Anaël Parks, Anton Parks, Pascal Lafargue, Jean-Patrick Portal, David Gallet. L'ouverture des réservations, ce sera le 20 juin 2023, ce sera sur btlv.fr et dans les lives, bien sûr, avec tous les liens qui seront à votre disposition. Après ces 2 années de pandémie, nous avions arrêté complètement les événements en présentiel et nous revenons et ça nous fait bien plaisir. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été aujourd'hui avec nous sur BTLV. Je rappelle qu'il se passe beaucoup de choses du côté des librairies. Vous avez toujours les guérisons inexpliquées aux éditions Trajectoire de Bernard Baudouin. Mais ce n'est pas tout. Il y a celui-ci qui vient de sortir, Filament d'éternité, qu'on retrouve aux éditions Sentier d'éveil et sur ton site, c'est ça ? bernardbaudouin.com. Voilà, bernardbaudouin.com, et c'est pas tout. Et il y a aussi, puisque Bernard, il y a aussi un DVD, tiens, voilà, c'est ce DVD-là, voilà, c'est un DVD sur toi. En fait, il y a quelqu'un qui t'a suivi et qui a fait un très joli travail. Voilà, c'est un joli DVD. Voilà, c'est juste un film de Jérôme Cécile Offray. On est venu en parler sur BTLV. Alors, c'est un DVD, bien sûr, sous forme de clé USB, puisqu'aujourd'hui, on est plus en numérique. Et puis, je voudrais également vous rappeler ou vous signaler qu'il y a ce bouquin pour lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Yann Tiberghien ce soir. Ils étaient tous condamnés. 11 récits de guérison inexpliqués aux éditions Presse du Châtelet. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Séjour du côté et belle vie là-bas du côté de Saint-Barth. Alors, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Martin juste entre 2 périodes de Covid, c'était juste le paradis. Donc j'ai pas été à Saint-Barth qui est juste en face, mais déjà je sais à peu près l'environnement dans lequel vous évoluez et je comprends votre état d'esprit. En tout cas, 1000 merci d'avoir été avec nous au docteur. Merci Bernard. Merci. Ça me rappelle une célèbre émission de télé. Et merci à vous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Valentin, Pierre-Édouard, Mathis, enfin tous ceux qui sont derrière, Noémie. Merci infiniment. Merci à vous de nous suivre. Je rappelle que cette émission est en clair, mais que si vous voulez découvrir tout l'univers de BTLV, vous pouvez nous rejoindre à moindre coût et sans engagement. Vous venez 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 6 mois, vous repartez quand vous voulez. Mais sans les abonnés, BTLV n'existerait pas. Portez-vous bien. Salut.